ne serait-ce qu'en agissant ainsi, en étant présent ce soir devant nos caméras. Vous avez 3 pompiers qui sont là, 2 hommes et une femme. Sachez bien, et ils nous l'ont dit, que derrière eux, il y a une tonne de pompiers qui s'associent à leur démarche. On va commencer par pompier V. Pompier V, vous êtes pompier professionnel depuis 21 ans. Il faut savoir que vous avez été réfractaire au port du masque et vous avez eu 2 sanctions qui vous condamnent très sérieusement aujourd'hui. Vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement. Après, nous, on se sent lanceur d'alerte avant tout. On parle au nom des pompiers de France, étant donné que nos syndicats ils sont absents pour nous, ils sont absents du débat malheureusement. On les entend pas, on les voit pas. Donc, nous, pour faire face à la détresse de nos collègues, pour faire face aux dangers que ça représente pour la population, parce que les casernes commencent à se vider, pour faire face à l'injustice qui est créée par ces mesures, et puis pour faire face à la perte du service public, ce soir, on a envie de parler. Donc, au-delà des 2 blâmes, on a envie de parler d'une manière générale. Et puis, on pourra évoquer à la suite des cas particuliers, c'est-à-dire évoquer ce qu'on comprend pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Alors ici, vous avez affaire à des pompiers professionnels, il faut le dire, qui sont harcelés. Vous nous le confirmez maintenant depuis un bon bout de temps. Hein. Harcelés, c'est le mot qui convient, c'est le mot que vous avez employé du reste. Tout à fait. On est harcelé par notre hiérarchie pour présenter des passes sanitaires et puis pour se faire vacciner, clairement. Donc, on a un accompagnement humain. En fait, le seul accompagnement qu'on nous propose, c'est la porte de sortie ou la picouse, en fait. Et au-delà de ça, l'humain est complètement absent. Absent de la gestion de la crise, absent du terrain. On déshumanise complètement notre métier qui est nous sur le terrain. On est au cœur de l'humain, on est au cœur de la société, on est au service du public. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le cas de notre hiérarchie. Alors vous, pompier C, on va vous appeler comme ça, eh bien c'est vrai que vous avez 41 ans, eh bien vous avez travaillé dans ce métier depuis des lustres maintenant, vous avez sauvé des centaines de vies et vous êtes obligé, compte tenu des mesures prises par ce gouvernement aujourd'hui, eh bien très clairement de jeter l'éponge, avec tous les drames qui s'en suivent, notamment financiers, familiaux et autres. Alors, j'ai pas envie de jeter l'éponge parce que j'y crois en ce métier, parce que c'est un métier que je fais par passion, comme la majorité de mes collègues, en tout cas des pompiers qui sont sur le terrain. On n'a jamais fait ça parce qu'on a trouvé de la lumière et on a sonné à la porte. C'est un métier passion. Voilà, moi je voulais me battre. J'irai jusqu'au bout pour me battre pour la liberté en fait, pour la liberté de choisir ce qu'on fait de mon corps, de choisir du traitement que je veux m'infliger. Alors, Monsieur Véran a dit que un vaccin de plus obligatoire, c'était pas très grave, puisque quand on a signé notre engagement, il y en avait déjà 4 qui étaient obligatoires. Alors, un de plus, pourquoi pas. Moi, je considère pas que c'est un vaccin. Je considère que c'est une injection qui est expérimentale, puisqu'elle est sur le marché de manière conditionnelle. On n'a pas de recul. On n'a pas de données concernant les effets secondaires. On n'a personne contre qui se retourner si jamais il nous arrive quelque chose. On peut pas se retourner contre l'État, on peut pas se retourner contre notre patron qui nous oblige à être vaccinés si on veut continuer à travailler. Et par contre, on a des assurances qui nous disent bien, on vous couvre pas s'il y a des effets secondaires. Voilà. Donc en fait, on est obligé de se faire vacciner, mais sur la base du volontariat. Donc juste 2 termes qui sont complètement antagonistes. Alors moi, je vais me battre, effectivement. Parce qu'il faut se battre. Je pense que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 1% de résistants et ça a fonctionné. On va rien lâcher, on ira jusqu'au bout. Alors il y a beaucoup de collègues qui nous disent oui, vous avez qu'à vous mettre en arrêt, comme ça juste le temps de temporiser puis on verra bien ce qui se passe au 15 novembre. Et sachez simplement que c'est pas si simple de se mettre en arrêt de travail. Simplement parce qu'on aime faire ce qu'on fait. On aime monter dans les camions, on aime monter dans les ambulances, on aime aller au contact de la population. Et puis les médecins, ils ont aussi, eux, de la pression. Ils ont de la pression de l'assurance maladie.
mon médecin m'a dit textuellement que ce serait probablement impossible de mettre en arrêt pour dépression. Voilà, donc si on est vacciné, on peut être en arrêt pour dépression, mais si on n'est pas vacciné, on peut pas être en arrêt pour dépression. Il y a 2 poids 2 mesures qui se font ici. Voilà, le serment d'Hippocrate, en fait, on s'assoit dessus. Le secret médical, c'est pareil, on s'assoit dessus. C'est juste, voilà, fabuleux, quoi. Alors, vous disiez également, je ne sais pas, l'un de vous trois en marge de cette émission, que les sanctions prises aujourd'hui sont complètement hallucinantes. Et c'est exactement comme si vous aviez pratiquement tué quelqu'un, quoi. On vous condamne ainsi. Oui, c'est vrai que on vous entend mal, on vous entend mal, là. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, Oui. Excusez-moi. Donc je reprends, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible d'arriver un matin à la garde et de se voir suspendu parce qu'on n'a pas généré un QR code dans une base SIDEP. C'est complètement hallucinant, au XXIe siècle de vivre ça. Pour moi, pour l'ensemble des pompiers qui vivent ça actuellement jusqu'au 15 septembre, c'est quand même régulièrement faire un autotest, faire un PCR ou faire un antigénique pour pouvoir prendre sa garde. Donc ça devient du harcèlement parce que vu que la majorité sont vaccinés, du coup on est stigmatisé sur les rangs. On doit montrer patte blanche. Donc c'est psychologiquement il y a quand même une certaine charge. C'est pas émotionnellement aussi, c'est pas évident à vivre. Moi pour l'avoir vécu, je trouve ça vraiment violent vraiment. Sachant que on sait aujourd'hui qu'un pompier qui est vacciné peut être contaminé et contaminant. Donc c'est un petit peu de la discrimination vis-à-vis de moi ou des autres qui amènent tous les jours un QR code en montrant qu'il est négatif. Donc voilà, donc ça c'est difficile à vivre. Ouais. Sachant qu'on est en bonne santé, qu'on est quand même des sujets plutôt sportifs, jeunes et moins à risque, moins à risque en tout cas. C'est dur à vivre. Alors, vous m'avez également confirmé en marge de cette émission, puisque vous êtes les premiers en fait à aller voir les malades et à percevoir leur pathologie, vous m'avez confirmé en marge de cette émission que les cas suite à la vaccination, les cas, je dirais, extrêmement douloureux, se démultipliaient aujourd'hui. Vous avez autour de vous des tonnes de cas et vous pouvez en témoigner. Je pense que c'est pourquoi Effectivement, on s'aperçoit qu'on avait un listing de personnes pas un listing de personnes, on listait en fait les interventions qu'on faisait qui concernaient le Covid, les gens qui étaient plus ou moins, qui étaient avérément listés comme Covid. On montait ça, on avait des listings. Aujourd'hui, on n'a pas de listing des interventions qu'on fait pour effets secondaires. Mais par contre, on en fait, effectivement. Donc là, il y a pas une prise en compte de tout ça. Donc du coup, on fait dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. C'est un peu dommage. Pour avoir discuté avec certains collègues qui sont dans les hôpitaux, c'est la même chose en fait. Les infirmières d'accueil aux urgences font remonter que les gens viennent pour consulter suite à des effets secondaires liés au vaccin. Mais au final, au bout de la chaîne des secours et quand ils repartent, les dossiers ils sont pas remontés. Et on ne fait pas remonter les effets secondaires. Voilà. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Les chiffres, du coup, on leur fait un peu dire ce qu'on veut, je pense. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Oui, c'est ça. Le problème, ce sont les médecins, d'après vous, qui font de la rétention, en fait, d'informations concernant les effets secondaires indésirables suite à la vaccination. Je ne sais pas qui est-ce qui fait de la rétention d'informations. Je ne sais pas qui omet ou qui n'a pas envie de transmettre. C'est juste un constat qu'on fait, des témoignages qui nous sont rapportés. Voilà, nous en caserne, on a des interventions qui sont notées Covid, et aujourd'hui, on n'a pas d'interventions qui sont notées effets secondaires liés à la vaccination. Donc, en fait, comment est-ce qu'on se protège et comment est-ce que on évalue ces injections, quoi. Sachant que dans les interventions qui étaient typées Covid, dans la majorité, c'était pas des Covid. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Surtout qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures, parce que dans les interventions qu'on nous étiquetait sur les ordres de départ Covid, en réalité, c'était pas des Covid. Quand on arrivait chez eux, c'était potentiellement pas des Covid.
C'est ça. Alors, il y a une des informations. Je disais qu'on allait faire des révélations ce soir et vous allez nous en faire une. Et ça, je crois que vous avez eu vraiment le courage de nous l'affirmer. C'est-à-dire qu'en gros, vous arrivez avec des masques, avec une pression, des masques qui ont cette pression d'oxygène extrêmement forte. Et puis, finalement, on vous a dit, ah non, les masques, vous avez pu les mettre de peur, en fait, que vous puissiez sauver des vies en mettant ces masques sur les malades et les patients que vous voyez. On vous prive de ça et maintenant on vous a donné des lunettes à la place. Hein. C'est ça pour essayer de vous démotiver en la matière. Vous pouvez nous revenir là-dessus? Oui, tout à fait. Bah, c'est pas exactement votre propos, mais je vais revenir dessus. Moi, j'ai plusieurs témoignages, en tout cas, à évoquer. Au point de vue de l'oxygénothérapie, on nous recommande de mettre du bas débit sur des gens qui sont en grande détresse respiratoire, donc qui sont désaturés complètement. Hein. La saturation d'oxygène normale, elle est à 100%. Bah, là, c'est des gens qu'on peut trouver des fois à 80%, mais comme d'autres. Hein. Il n'y a pas que le Covid qui peut créer ce genre de problème. Et puis, sur ces autres cas, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met des débits d'oxygène qui sont assez importants, de l'ordre de 9 à 15 litres, avec un masque qu'on appelle haute concentration, pour rentrer dans les détails. Et là, ce qu'on nous demande clairement, c'est de mettre de l'oxygénothérapie à bas débit avec des lunettes. On nous dit que c'est pour nous protéger. Donc, écoutez, moi, je comprends pas cette histoire, parce que si on a un masque qui nous protège, il y a un moment donné, il faut quand même essayer d'aider la personne qu'on va secourir. Je sais pas, ça m'interpelle. Voilà. Oui, vous avez l'impression que ça ne vous permet plus de faire votre travail, en fait, correctement. En tout cas, on voudrait nous faire suivre des directives qu'on ne comprend pas. Donc après, chacun a chose d'intéressant à vous dire par rapport aux comorbidités. En fait, il y a des gens, quand on va sur intervention, on se rend compte qu'ils sont laissés sur place alors qu'ils sont atteints de comorbidités graves, qui sont diagnostiqués positifs au Covid-19 et qui sont avec une boîte de Doliprane à leur domicile. Donc là, pareil, ça nous interpelle tous, là, les pompiers, quand on a affaire à ce genre de choses. C'est des gens qu'on trouve dans leur lit, ils arrivent même plus à bouger, ils ont du mal à respirer. Et puis, ils ont une boîte de Doliprane sur la commode, une ordonnance avec ces Doliprane, et puis un test Covid positif. On se demande ce qu'ils font chez eux, en fait. Voilà, pour être clair. On se demande ce qu'ils font chez eux. En tout cas, merci infiniment pour vos témoignages. On va passer à Jean-Pascal Jubert, qui est ici avec nous. Il intervient en tant que simple citoyen. C'est un homme qui travaille dans le milieu médical, qui voit passer dans son cabinet toute la journée beaucoup de monde. Jean-Pascal Jubert, vous avez tenu à venir spécialement ici, ce soir, témoigner sur la Une TV. Et pourquoi? Merci beaucoup, Richard, d'abord de m'avoir invité. Effectivement, je pense qu'il est temps que nous puissions prendre la parole, s'exprimer. Et je le fais au nom d'amis médecins qui sont autour de moi et qui ont constaté énormément d'effets secondaires. Mais contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure où les médecins faisaient de la rétention d'informations, il y a énormément de médecins qui sont terrorisés. Terrorisés parce que nous avons l'exemple de pas mal de médecins connus avec des réputations vraiment faites de longue date, qui se sont retrouvés menacés, exclus de leur travail, virés, diffamés. Aujourd'hui, énormément de médecins subissent des pressions de la part des institutions qui sont censées régir le monde médical. Et c'est des gens qui souffrent énormément parce qu'ils ne peuvent pas traiter. Quand ils font des ordonnances, notamment pour traiter ce qu'ils pensent être un bon traitement, le pharmacien peut bloquer, ou il n'y a plus de produits en pharmacie, ou alors carrément le pharmacien dit on ne prescrit pas ce genre de choses par rapport à cette maladie. Alors que, bien évidemment, le pharmacien est spécialiste pour les médicaments, mais certainement pas pour les prescriptions. Surtout quand il s'agit de spécialistes en prescription, que ce soit des pneumologues, Alors, on vous entend malheureusement de moins bien en moins bien au fil du temps. Il faudrait vraiment que vous puissiez vous rapprocher ou trouver une autre alternative parce que là, c'est extrêmement compliqué on est obligé de boire les paroles à travers vos lèvres et de déceler un peu ce que vous allez dire. Mais essayez d'améliorer un peu le système de son. Là, je vous laisse 2-3 secondes. Mais vous disiez en gros que vous aviez, vous, dans votre cabinet,
de nombreuses thromboses notamment, et vous mettez en incohérence tout ce système que vous dénoncez. Oui, je disais surtout, je ne suis pas Voilà. médecin, donc je ne fais que constater par rapport, je m'occupe de la technique du matériel médical et je travaille aussi en conseil au niveau de la technique du matériel médical avec pas mal de médecins qui me disent exactement les mêmes choses. Ces choses sont des thromboses à répétition sur 3 stades. Vous avez des thromboses fulminantes, des thromboses qui vont vous tuer dans les 3 premiers jours. Vous avez des thromboses secondaires qui vont faire des hémiplégies, des atteintes maxillofaciales, etc. Des problèmes de règles, de retard de règles, des problèmes de douleurs de néphropathie au niveau des reins, au niveau du cœur, des cardiopathies, des endocardies. Et c'est énormément corrélé, avec la vaccination dans un laps de temps relativement court. Mais ce dont ils s'inquiétaient le plus, c'était les micro-embolies qui sont des petites artères minuscules qui vont se boucher partout au niveau du corps, notamment au niveau du cerveau, et ils craignent que ces micro-emboles, enfin des artères qui se bouchent, les toutes petites artères, vont passer inaperçues, je dirais là présentement, mais plus tard risquent de favoriser des zones de dégradation qui, avec le temps, pourraient être vraiment délétères. Et ça, il y a un consensus avec tous les médecins avec qui je discute, justement avec cette incohérence de protéines spike qui aurait tendance à faire s'agréger, se coller les globules rouges et provoquer des thromboses. Ce qui est assez logique parce que la protéine spike à l'origine est faite pour aller attraper la cellule, si vous voulez, adhérer à la cellule et ensuite permettre de la pénétrer et ensuite de se faire répliquer par le code génétique de la cellule. Et effectivement, à long terme, il commence à avoir des suspicions vraiment très inquiétantes. Vraiment très inquiétantes. C'est pour ça que je prenais la parole ce soir. J'espère que ce que j'ai pu vous dire ce soir vous apporte quelques petits éléments. Merci infiniment pour ce très beau témoignage. On a vu tout un reportage, Natacha, cet après-midi, justement sur le sang et la fluidité du sang qui est bloqué aujourd'hui. Et pourtant, il peut y avoir des tests qui permettent de voir si on a ce risque de faire ces thromboses, que ces caillots se forment. Je crois, je ne sais plus tellement, mais je crois que c'est le test d'été, c'est ça? D-dimer, D.dimer. Voilà. Et évidemment, c'est pas proposé. Aucun médecin ne propose de le faire après injection. Si je puis me permettre, vous imaginez, chaque médecin, après vaccination, vous propose un test D-dimer et qu'il est positif, parce qu'il sera positif. Positif. Vous imaginez le stress du patient qui s'est fait vacciner pour être libre. C'est la première fois au monde où on vous fait un vaccin pour vous donner une liberté. C'est pas pour vous traiter ni vous soigner. Mais je te vaccine et tu seras libre. Mais c'est tombé sur la tête. De toute façon, ce ne sont que des incohérences depuis le début. C'est tout et son contraire. Et franchement, quand on gratte un tout petit peu, quand on pose des questions à des hommes politiques, j'en prends juste une que tout le monde connaît. Quand on leur pose des questions, pourquoi vous avez fermé des lits un an, ils vous traitent de complotistes, mais ils ne vont pas répondre à la question. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la question. Alors, une dernière question, puisque le son s'améliore avec vous, on va profiter de votre présence ici ce soir. Vous êtes penché, vous, sur le cas d'Israël. Et là, vous avez des données importantes. En Israël, j'ai quelques amis, effectivement, où on discute forcément. Et c'est des gens qui ont peur aussi, parce qu'ils ont pris des décisions. Ils ont suivi des décisions qui étaient plus politiques que médicales, parce que ce n'est pas vraiment censé. On ne vaccine pas une population mondiale pour un taux de létalité à 0,03. Donc, pour des histoires de carrière, pour des histoires de pression, ils y sont allés. Et j'avoue, je salue le peuple israélien qui a vraiment adhéré, qui a fait confiance à sa politique, à tort ou à raison, mais bon, là n'est pas la question. Ils se sont fait vacciner et aujourd'hui, on parle d'une 3e dose. Et au début août, les 3e doses ont été faites et ça flambe. Ce qui est marrant, c'est qu'en Jordanie, qui est vraiment à la frontière israélienne, il n'y a pas eu de vaccination, très très peu, et en fin de compte, ça ne flambe pas du tout. Et en Israël, ça flambe, mais vraiment quelque chose d'incroyable. Alors de là à dire que la vaccination à 3e dose va faire baisser votre taux immunitaire, la réponse immunitaire n'est pas à la hauteur de l'espoir initialement fait, je pense que là, il faut se poser, réfléchir, analyser, mais là, j'ai l'impression que c'est ce que me disent mes amis israéliens, ils font fausse route, vraiment, et ce sont des médecins qui le disent. Là, vraiment, ça pose de très très gros problèmes. Il faudrait tout arrêter, prendre son temps. Ce sont des vaccins
expérimentaux qui, à l'origine, nous n'avons pas 60 ans d'expérience sur l'ARN, mais on s'en sert uniquement en thérapie du génie, parce que c'est un peu long à expliquer, mais c'est la première fois qu'on utilise cette technique pour faire un vaccin. Et là, on est en pleine expérimentation avec des gouvernements qui ne sont pas responsables, avec des sociétés pharmaceutiques qui ne sont pas responsables. En fin de compte, personne n'est responsable, mais ce sont nous les irresponsables parce qu'on se pose des questions. On a le malheur de se poser des questions, mais c'est vrai, on ne devrait pas s'en poser. Allez, 5e dose, 6e dose. Dernière petite chose aussi, si on fait des doses à répétition, et ça c'est très important, les adjuvants, on me dit que les adjuvants, c'est pas bien grave quand il y a une dose. Mais s'il y a accumulation de cette vaccination et de ces adjuvants, là, ça devient carrément toxique. Sur le papier, ça devient toxique. On ne peut pas faire, il est préconisé de faire une vaccination par an en théorie. Mais là, si on en fait 3-4, avec ce qu'ils mettent dedans, je ne sais pas, j'ai entendu dire qu'il y avait de l'oxyde de graphène et d'autres choses, mais là, il faudrait vraiment l'avérer et qu'un laboratoire vraiment indépendant puisse faire des analyses pour les rendre officielles. Mais si effectivement il y a de l'oxyde de graphène dedans, il n'y a pas eu d'études, je dirais, scientifiques sur les effets de l'oxyde de graphène sur l'être humain, à part par inhalation. Mais au niveau, j'ai lu un doctorat, une thèse de doctorat, que je tiendrai à disposition d'un excellent médecin qui l'a fait. Je mettrai ça à disposition si vous le souhaitez. Mais sur les animaux, ça les rend pas en forme, hein, je vous assure. Merci beaucoup. Avec Merci beaucoup, Jean-Pascal. On va passer à Asma, qui est ici. Asma, qui est infirmière. Aujourd'hui, Asma est très inquiète parce que cette date fatidique, je dirais, du 15 septembre arrive à grands pas. Alors, pourquoi le 15 septembre? Dites-nous ce que vous avez sur le cœur ce soir sur la Une TV, Asma. Alors, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez du coup là? Bien, oui. Bien. Oui. Alors, je voulais Salut, juste Asma. apporter… Salut tout le monde. Je voulais apporter juste une petite réponse aux pompiers qui se demandaient pourquoi ils avaient eu cette demande de mettre des lunettes. À mon avis, c'est parce que c'est un virus qui est aérosolisé et c'est pour les protéger, les épargner entre guillemets. Après, je suis bien d'accord sur le fait que l'objectif principal d'une intervention, c'est de sauver la personne et de lui prodiguer les soins les plus importants pour sauver. Donc, ils ont qu'un les munir de masques FFP2 et dans ces cas-là, ils pourraient mettre un masque à haute concentration. Bref, du coup, pourquoi est-ce que je suis en colère et pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés à Annecy hier? Parce que c'est depuis l'annonce du 12 juillet, moi je suis passée par différentes phases en tant que soignante, en tant que maman, en tant qu'être humain, et je suis passée de voilà l'espèce de stupeur, de colère, d'injustice à non, il faut agir maintenant. Maintenant, je suis dans un collectif avec plusieurs soignants de l'hôpital d'Annecy et je suis en fait quelque part contre ce pass sanitaire. Au-delà de l'injection obligatoire qui est déguisée dans ce pass sanitaire, ce qui m'inquiète vraiment, c'est tous mes collègues qui vont devoir renoncer à leur métier parce que, comme l'a dit votre intervenant précédemment, ils osent dire qu'ils souhaitent être prudents vis-à-vis de cette injection. Et peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, on dira « Oh, c'est l'avenir ». Ok, peut-être. Moi, je laisse cette conclusion faire avec le temps et je trouve qu'il faut être prudent. Et moi, j'ai beaucoup de questions vis-à-vis de cette injection et je trouve qu'il faut vraiment qu'on préserve nos enfants, qu'on les protège. Maintenant, qu'il y a du sens dans l'idée de vacciner toute une population de soignants. Voilà, l'hépatite B, c'est obligatoire, ok. Par contre, là, je suis pas du tout d'accord avec le fait que au jour d'aujourd'hui, on ne reconnaisse pas l'immunité naturelle. Moi, j'ai eu le Covid en Bretagne, du coup, je suis immunisée. On me dose mes immunoglobulines dans le sang, ok. Ben, ils sont à un nombre certain. Pourquoi est-ce que c'est pas reconnu dans le pass? Pourquoi? Donc, j'aimerais avoir des réponses à des questions. Et comme vous l'avez déjà dit, on est tous dans le constat que on est gouverné par des gens qui disent que tout et son contraire le lendemain. Je n'ai plus de confiance dans ce gouvernement. Et moi, je m'inquiète en tant qu'infirmière pour non seulement mes collègues, parce que moi, je vais être préservée entre guillemets quelques mois, avant d'avoir une obligation d'injection, alors que je peux très bien avoir mon immunité naturelle. Donc, j'aimerais qu'on réponde à ces questions et que les scientifiques aillent vraiment chercher. Je m'inquiète aussi pour les patients, parce que j'ai déjà, moi, dans mes suivis, des patients qui vont être en rupture de soins et qui le disent clairement, et qui disent, écoutez, là, je viens vous voir jusqu'au 15 septembre, après, à partir du moment où, jusqu'au 30, à partir du moment où il y aura un PCR payant, je ne viendrai plus.
Et tant pis, je serai en rupture de soins. Je trouve ça dramatique. Ça veut dire qu'on est en train de mettre au-dessus dans notre santé publique en France et même mondiale le Covid et tout le reste des pathologies, on s'en fout. Donc c'est ça qui m'agace. Ça veut dire que les gens qui sont diabétiques et qui ont besoin d'un suivi pour des pansements, etc., s'ils refusent de se faire vacciner, eh ben ils ne pénétreront plus dans l'hôpital. C'est déjà le cas en fait. Sauf si le chef de service prévient l'agent de sécurité en disant oui, faites rentrer Madame un tel. Enfin, il y a un moment donné, c'est plus possible, quoi. Alors, vous allez nous parler de vous, parce que c'est aussi vous qui nous intéresse au-delà des idées que vous avez sur la question et qui sont très claires et vous les avez bien exprimées. C'est vous, votre cas précis. Moi, j'ai besoin de savoir à partir du 15, vous allez faire quoi, vous, à titre personnel, Asma? Ben, moi, entre guillemets, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir le Covid en Bretagne, donc je suis tranquille jusqu'à novembre. Sauf que mes collègues, mes collègues, là, je suis en contact avec des collègues, là, j'en ai croisé une à la manif, elle m'a dit, à partir du 15, eh ben, moi, je pose, en fait, ils ont reçu un courrier, concrètement, leur disant, si votre passe n'est pas valide au 15 septembre, vous avez l'obligation de le rendre valide, soit vous mettez une dispo, vous posez tous vos congés. Mais en gros, ça met fin à un contrat, quoi. Du coup, j'en ai plein de mes collègues qui savent concrètement pas ce qu'elles vont devenir. Donc, une angoisse terrible. Excusez-moi, on ne parle pas de vos collègues, on parle vraiment de vous. Asma, oui, vous, du coup, moi, vous allez devenir. Eh ben, j'ai déjà préparé un peu des plans B. Je me suis dit que cette crise, elle allait pas s'éterniser non plus, j'espère, des années. Donc, mon plan B, c'est vendre des légumes, quoi. Franchement, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Du coup, vous allez passer d'infirmière. Vous avez œuvré pendant de longues années là-dedans, dans ce milieu-là, et là, vous allez tout quitter pour vendre des légumes. Alors, c'est pas outrageant de vendre des légumes, bien entendu. Au contraire. C'est un autre métier. Mais c'est un autre métier. Vous allez apprendre un autre métier. Vous avez l'impression complètement. C'est bien sûr, on vous pousse derrière, on vous pousse. Oui, il y a pas le choix, quoi. C'est un faux choix. C'est un faux choix. Du coup, oui, faut réfléchir à comment vivre pendant cette période qui est un peu folle. Et un jour ou un autre, moi, je garde l'espoir qu'un jour ou un autre, de toute façon, la vérité, à un moment, elle remontera toujours. Et puis, on aura suffisamment de recul. Et il y a un moment donné où on pourra de nouveau soigner dans des façons correctes. Et puis voir évoluer vers un monde peut-être différent, quoi, où on n'est pas dans une dictature de la pensée. C'est ça qui m'inquiète le plus. Même dans les milieux soignants, j'estimais qu'il y avait beaucoup de gens intelligents. Là, je suis désolée, mais je réapprends, en fait. Je réapprends et je me rends compte que c'est pas parce que les gens ont des bac plus 12 qui ont l'esprit critique. Il y en a plein, il y a une injonction, ils obéissent, quoi. Je suis désolée, peut-être qu'on n'est pas tous faits dans le même moule, on n'est pas tous formatés, mais c'est pas un niveau d'études qui fait que tu es intelligent, que tu as un esprit critique. Du coup, vendeur de légumes, balayeur, peu importe le statut social, si on a un esprit critique, on va faire en sorte d'améliorer cette société. Et du coup, je pourrais peut-être continuer à être infirmière, mais dans un système parallèle de soins, avec des confrères qui souhaitent continuer à soigner les gens qui n'ont pas le pass sanitaire. Voilà. Alors, il y a un des pompiers, pour faire la transition à ce que vous disiez, il y a un des pompiers qui m'a dit en marge de cette émission, et l'un des trois que vous voyez ici à l'antenne, qui lui a eu 2 blâmes, va devoir partir, quitter les pompiers et devenir électricien. Il va prendre des cours d'électricien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la situation. Vraiment, elle est terrible aujourd'hui. Avant de passer à maître Anthony Winkel, un mot de Jim l'éveilleur qui est avec nous. Bonsoir, parce que lui, Jim. Bonsoir Jim, vous êtes un lanceur d'alerte. Du Maroc, qui observe la situation vous observez du Maroc. la situation de loin. Quand vous voyez tout ça, Jim, depuis le début de cette émission, bonsoir. Vous avez envie de dire quoi? Merci de l'invitation, Richard. Écoutez, moi, je vais pas redonner d'espoir ce soir à Asma ni tout le monde, parce qu'en fait, la question initiale, c'était jusqu'à quand vont-ils imposer encore leurs mesures inacceptables, etc. Mais c'est simple, en fait. C'est que ils imposent un plan. C'est un plan qui est imposé. C'est pas un plan gouvernemental sanitaire, c'est un plan qui est mondial, qui vient de derrière. Alors là, on va dire, c'est du complotisme. C'est pas du complotisme, c'est vérifiable. C'est vérifiable. D'ailleurs, je crois que Philippe de Villiers en parle très bien dans son bouquin. Il a donné toutes les sources, tout est écrit, tout a été planifié des années en avance. Ne serait-ce que la crise Covid qui a été planifiée et le pass sanitaire a été planifié en octobre 2019, donc avant la crise. Tout ça, c'était prêt avant. Et ce que vous êtes en train de vivre là, malgré tout ce que j'entends et tous les drames humains que j'entends, ça n'est que la conséquence d'un plan qui est appliqué et qui n'est que le début
d'un plan global qui va englober justement la crise économique bancaire qui arrive, les pénuries, etc., etc. Donc là, on n'est qu'au début. Je vous le dis encore une fois, on va être remplacé par l'intelligence artificielle dans peu de temps. Klaus Schwab qui manigance tout ça derrière les… Oui, je suis désolé, c'est le Forum économique mondial qui a placé ses pions. Macron, Véran, Merkel, le ministre de la Santé allemand, le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande sortent tous de l'école des Young Leaders du Forum économique mondial, qui sont financés par Bezos, qui se fait sa fortune a doublé en 1 an et demi, par Zuckerberg, dont la fortune a doublé en 1 an et demi, par Bill Gates et d'autres. Et c'est un plan d'une élite, voilà. Et c'est pas fini, ça va pas s'arrêter comme ça. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est déglinguer pour avoir le contrôle, voilà. Et ensuite, bien entendu, par-dessus le marché, c'est nous mettre cette identification numérique sous la peau par le biais de la vaccination qui va servir bientôt à ce qu'on soit des identifiants numériques traçables, reconnaissables, et c'est ce qu'ils veulent, voilà. Et en plus, bien entendu, derrière, on peut en fond de teinte entendre qu'ils veulent réduire la population mondiale puisque c'est le plan récurrent de Bill Gates depuis longtemps et qui se sert non seulement de la vaccination, de la crise qui arrive et probablement de guerre future dont a très bien parlé Jacques Attali dans ses nombreux livres. Voilà. Donc, ce qui arrive là est un plan qui est écrit, qui est prévu, et ils ont de nombreux coups d'avance sur tout ce qu'on va pouvoir faire à partir de maintenant. Donc, c'est très bien d'en parler, mais si vous voulez qu'on lutte contre un ennemi, il faut quand même savoir identifier cet ennemi-là. Voilà. Moi, je suis horrifié de tout ce que j'entends sur ce plateau. J'ai perdu mon père il y a 1 mois de la vaccination, je le dis clairement, alors que je l'avais prévenu de ne pas la faire. Il m'a traité de complotiste, il en est mort, voilà. Manque d'oxygénation au cerveau et au cœur, qui est un des effets aussi de ce biberonnage ARN. Je tiens à rappeler que le docteur Malone, ou professeur Malone, qui a inventé l'ARN messager, dit lui-même que c'est un risque de génocide planétaire. C'est lui qui le dit, l'inventeur lui-même. Donc, moi, je vois ça du Maroc, je suis horrifié parce que je vois que ce plan est un plan qui est diabolique, je suis désolé de le dire. Et je vois qu'il n'y a aucun pays, en fait, qui s'y oppose réellement. Et c'est mondial. C'est pas que français, c'est mondial. Et je ne sais pas comment y échapper. Voilà. Je suis désolé. D'accord. Alors, on va revenir avec vous prochainement, en tout cas dans cette émission, d'ici quelques minutes, pour ce témoignage. Il y en a un autre qui est là, qui est allé voir le maire d'Annecy, et qui l'a sorti un peu de son hypnose. C'est Yann. Yann, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, vous qui menez une guerre, je dirais, de terrain, vous êtes un activiste, vous êtes présent et vous ne cessez d'œuvrer pour le bien collectif et on vous salue, on tenait à vous rendre hommage, Yann, ce soir ici, sur ce plateau de la Une TV. Allez-y. Un grand merci déjà pour votre démarche et l'initiative de cette chaîne, déjà, résistante et indépendante. Donc, voilà, un grand bravo à vous. J'ai aussi une pensée particulière pour les résistants opposants qui sont à nos côtés, et puis pour les infirmières et les pompiers qui sacrifient leur vie privée, amoureuse, pro, pour des convictions envers et contre tout, car nous sommes sur un chemin étroit. Effectivement, à Annecy, depuis le début, on a essayé de donner un sens aux manifestations en se disant, bon, on manifeste. Moi, je crois vraiment aux manifestations parce que c'est un égrégore très positif, très beau. Effectivement, les gens, on se demande tous comment on va s'en sortir et comment on peut toucher les gens et les éveiller. Alors, c'est une posture… éveiller l'autre, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, en criant liberté ou santé, ou les enfants, la santé, c'est sacré, ça marche très bien dans la ville. On voit que les gens qui sont dans les magasins, qui sont dans leur week-end, qui écoutent même la télé, etc., bon, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a une foule qui marche et c'est des gens positifs, c'est des gens pas agressifs. Et donc, ça, c'est formidable. Et on a voulu donner un sens. Et donc, on a, avec Laurence Bellange, quel nom formidable, on a fait le tour des collectifs à Annecy. Et puis, voilà, on a eu l'idée… on s'est dit qu'on était sous plusieurs propagandes et ère du temps. Et une des propagandes, c'était de se dire les politiques, ils sont tous pourris, il faut rien attendre d'eux. Mais en fait, on manifeste et la colère gronde sévère. Les gens sont très, très énervés. On est sous une poudrière. Et on s'est dit, ben voilà, il faut quand même… en dernier recours, aller voir les politiques, les élus, les députés et leur dire ce qu'on ressent déjà et voir comment ils fonctionnent, dans quel monde ils sont. Et donc, avec
avec Laurence Bellange et 2-3 personnes, on a écrit ce document de requête et de doléances anti-pass sanitaire qu'on a déposé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans dans le document? Parce que là, vous adressez à l'intégralité, si vous voulez, du monde francophone qui vous attend, qui boit vos paroles, qui écoute ce que vous allez nous dire. Soyez très concret, parce qu'on n'a pas de temps à perdre là aujourd'hui. Ouais. Alors, ce qu'on lui demande, c'est une levée du pass sanitaire en règle générale. Alors, au maire, on lui demande déjà qu'il lève le pass sanitaire au niveau de la police municipale, qu'il ouvre les commerces de première nécessité et qu'il interdise la publicité des vaccins dans sa ville pour les plus jeunes et qu'il prenne bien conscience de sa responsabilité de maire d'inoculer une substance chez les ados et peut-être chez les enfants, là, à la rentrée, qui n'est peut-être pas pure. Et ça, avec Laurent, je peux vous dire à tous que tout notre travail de cet été, nos marches, ça a été un moment absolument inouï et divin de voir que tout le staff du maire et de ses adjoints, à un moment donné, ils ont pris conscience que on a remis en cause leur paradigme un peu. Et ça a été absolument formidable. Ensuite, qu'est-ce qu'on leur a demandé d'autre très concrètement? Des tas de choses. On a déposé une motion. Ça, c'est ce que vous avez demandé. Vous avez dit le plus important, et c'est ce qu'on dit toujours en premier. Donc là, on a bien compris. Maintenant, concernant les manifestations, donc on a vu les actions concrètes sur le terrain maintenant. Vous voyez les comment à l'avenir? Alors, déjà, cette motion doléances et requêtes, on a rencontré d'autres villes à qui on la propose. On leur dit, réveillez, agitez les élus, les députés, il faut aller les voir. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte qui a été formidable, c'est que eux, en fait, ils sont dans une stratégie vaccinale, ils sont sous hypnose et dans leur gang, et en fait, ils avancent. Et ils avancent et en fait, ils sont sous la propagande des médias et voilà. Et donc, le fait de les rencontrer et de leur donner des chiffres et de leur parler, on voit comment ils fonctionnent, mais ça, on l'imagine, on l'a deviné, mais ils nous entendent un peu. Et on leur dit que la situation est très grave et qu'on se demande où ça va se terminer. Ça va se terminer parce qu'en fait, à part nous proposer de vivre masqués, confinés et survaccinés jusqu'à la fin des temps, on n'a pas d'autre possibilité. Et ça, on veut pas. Et le maire d'Annecy aussi nous a dit très clairement et officiellement qu'il était contre le crédit social. Alors ça, c'était intéressant parce que là, on y va toujours droit vers le crédit social. On est voilà. Et surtout, on lui a bien fait comprendre qu'on n'avait pas de date de limite de fin et que Véran avait fait une allocution le 26 août en nous disant qu'il allait encore prolonger le pass sanitaire et que tant que le virus ne serait pas éradiqué, eh bien, on serait sous le joug du pass sanitaire. Donc, c'est pas possible. En fait, on a l'impression qu'on est poussé à l'insurrection. Et nous, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être en guerre. On est en paix et on a envie d'une autre société. Et après, il y a plein d'avantages. Vous voulez passer par la loi légale, en fait, pour. Alors la voie légale, on s'est rendu compte quand même que la voie légale, ils sont tous métastasés. C'est-à-dire que la justice, ça va être très compliqué. Mais ça, c'est mon humble avis. On veut dire aux politiques que si ça pète, s'il y a des morts chez les enfants, s'il y a des décès un peu comme le sang contaminé, ça sera sous leur responsabilité, à leur pleine conscience. Qu'ils intègrent ça. Donc c'est compliqué à dire parce que il faut pas leur sauter à la gorge. Faut qu'il y ait des réunions sereines. Il faut qu'on soit reçu et qu'on dépose un dossier. Ce qu'on a fait, un dossier carré que Laurence Bellange a coécrit avec moi et quelques personnes. Donc Merci voilà. beaucoup. Et ce projet circule. Avec son regard extérieur là sur tout ce qui se passe, Oui. on a envie de l'entendre de nouveau avec une nouvelle salle brillante qui est la sienne. Jim, quand tu as quitté la France, bon, ça allait pas très bien, mais c'était quand même pas à ce point-là. Donc, de l'extérieur, quand tu entends tous ces témoignages, tu vois toutes ces images, quel est ton retour? Une catastrophe. C'est une destruction totale de la nation française, pour ne parler que d'elle, puisqu'on parle de la France ce soir, mais pas seulement. C'est une destruction des nations européennes qui sont voilà. Et puis la France est particulièrement visée par cette destruction de l'élite. Alors, est-ce qu'on peut développer? Je ne sais pas si j'ai le temps de développer, mais je pense que c'est parce que c'est une nation chrétienne, une terre chrétienne, et elle est particulièrement visée, comme l'Italie d'ailleurs. Et tout ceci participe d'un plan. Alors, vu de l'extérieur, ce que je peux vous dire par contre, puisque moi je suis sur le continent africain, c'est que pour parler de l'Afrique noire, on est beaucoup plus nombreux qu'en Europe, mais il y a beaucoup moins de Covid pour la simple et bonne raison qu'ils utilisent des traitements qui sont habituels pour eux, des antipaludéens,
la chloroquine et l'ivermectine et les antiparasitaires. C'est tout. Donc, quand on est en train de discuter en France et qu'on vous dit il n'y a pas de remède, c'est un mensonge et on s'appuie sur ce mensonge pour vous injecter un poison qui va faire crever les gens selon le professeur Montagnier et d'autres sommités. Donc, là, on est en train de se battre vous êtes en train de parler de vos droits. Moi, j'écoute tout ça. J'espère beaucoup après la justice française. Je sais très bien qu'elle n'est pas libre. Je sais que la justice française, elle est aux mains des réseaux et que c'est les mêmes réseaux qui sont partout, qui sont aussi bien dans la police que dans les médias que dans les politiques. Les juges français aujourd'hui se trempent dans la maçonnerie politique. Point. Ils sont tous dans les mêmes réseaux. C'est la même famille et c'est pour ça que je ne sais pas si les avocats de bonne foi qui travaillent ce soir et qui sont là, comme tous ceux qui sont médiatisés et qui travaillent aussi, je ne sais pas s'ils arriveront à faire quelque chose. J'ai l'impression que la toile d'araignée de ce système est en train de tomber sur nous et c'est une toile mondiale et elle fait peur. Et en Afrique, elle ne peut pas vraiment s'imposer parce que les Africains, justement, ont déjà goûté aussi un petit peu à des plans vaccinaux qui ont échoué et qui se sont soldés par des désastres. Et les Africains sont très échaudés par rapport à la vaccination et ils savent très bien se guérir eux-mêmes. Il n'y a pas de problème de Covid ou de sur-Covid en Afrique. Alors on va me dire, c'est pas vrai en Sud-Afrique. Ouais, mais Sud-Afrique, ils ont vacciné. Tous les pays où ça vaccine, ça flambe. L'Israël, ils sont en train de se préparer à une 4e dose. Donc, au Portugal et en Suède, les frontières sont maintenant fermées. Les frontières sont fermées parce qu'ils ont peur. Il y a trop de cas Covid apparemment en Israël. Ouais. Donc, voilà, par protection, c'est fermé. Alors, Israël nous était montré comme un exemple, comme étant le phare, voilà, le pays à suivre. Tout le monde se faisait vacciner, tout le monde allait vivre heureux. Il y aurait plus de Covid. Et finalement, maintenant, ils sont dans une situation complètement dramatique. Et finalement, voilà l'exemple à ne pas suivre. Voilà. Donc, vous avez vu l'Inde, ce qu'a fait l'Inde. Quand ils ont arrêté de vacciner et qu'ils ont redonné des packs contenant ivermectine, hydroxychloroquine et puis deux antibiotiques, je crois, ça a été terminé. Il n'y a plus eu de cas, c'est fini, point. Voilà. Donc, en fait, on vous ment, mais c'est à un degré qui est quand même, vu d'extérieur, puisque c'est votre question, c'est à un degré, pour moi, le mensonge est absolument effrayant, quoi. Et je vois ici arriver au Maroc, puisque je suis au Maroc, je vois arriver des touristes français qui sont doublement vaccinés pour pouvoir venir, et ils sont tous contents. Yo, super, on a notre super dose, on est content, on a notre passe, on est meilleur que les autres. Et moi, je suis effrayé de voir cette non-résistance et cette programmation, parce que les Français sont visiblement programmés. Ils sont programmés à BFM TV, excusez-moi, mais ça me fait peur, parce que je vois qu'il n'y a pas de... Alors, Jim, vous nous parlez du Maroc, justement. Parlez-nous du Maroc. Vous n'êtes pas vacciné, vous êtes au Maroc. Comment ça se passe concrètement sur place? Pour le moment, il y a pas encore de restrictions. Je sais qu'ils sont en train de préparer le pass. Ici aussi, on va y avoir droit. Et ils ont aussi obligé les enfants de plus de 12 ans à se vacciner pour rentrer à l'école. Voilà où on en est. Donc, ça suit le mouvement. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. On arrive vraiment bientôt là au terme de cette émission. En plus, vous voyez que la 3/4 des visages sont noirs et ne sont pas éclairés. Donc, c'est très difficile de donner l'antenne à des gens qui sont dans le noir total. Les seuls qui sont éclairés sont les pompiers. Alors, les pompiers, on va vous donner un peu le mot de la fin parce qu'on est vraiment très proche de vous. Vous êtes un homme de métier que les Français sûrement adorent, préfèrent. Et on veut donner la parole aux pompiers comme parole de fin. Les pompiers, à vous de vous expliquer. Et comment vous voyez les choses alors? Déjà, on voulait vous remercier pour le droit à la parole que vous nous donnez. On n'a pas dit tout ce qu'on voulait dire, bien sûr, parce que ça aurait pu durer 2 heures juste notre échange. On est un petit peu désabusé, on est très inquiet pour la suite et en même temps on est plein d'espoir parce que on voit que les manifestations, elles sont pleines de monde, elles sont pleines d'entrain, elles sont pleines d'humanité. Voilà, nous on a du mal à croire maintenant en notre hiérarchie et ils ont juste oublié qu'ils sont au service de la population. Ils obéissent à des lois, ils obéissent à des directeurs départementaux. On a juste oublié l'essence même de l'humain. Mais on est là, on va tenir jusqu'à ce qu'on puisse plus tenir, jusqu'à ce qu'on nous mette dehors. Mais voilà, on essaie de rassurer la population et on aime notre métier, on va le faire jusqu'à ce qu'on nous empêche de le faire.
ce sera un désastre pour nous, ce sera un désastre pour nos familles. Mais voilà, on tiendra jusqu'à ce que mort s'en suive, on va dire. Voilà, on fait un métier passion, c'est même plus qu'un métier, ça fait partie de nous en fait. Voilà. Alors, c'est un métier très corporatif, on le sait, et on sent vraiment une osmose au sein des pompiers, et de plus en plus, et ça, vous le reconnaissiez en marge de cette émission, de plus en plus de pompiers tombent, je dirais, dans l'escarcelle, si je puis dire ça comme ça, de la résistance aujourd'hui. Vous le sentez, vous le voyez, vous le percevez, et vous pouvez le tester sur le terrain. Derrière moi, ouais. Au fur et à mesure du temps, effectivement, chacun a un crédit, chacun a des enfants, on a des obligations les uns et les autres. Et voilà, l'échéance du 15 septembre fait que il y en a qui peuvent pas tenir, il y en a qui vont se faire piquer par désespoir. Voilà, on est de moins en moins effectivement à pouvoir tenir parce que c'est très compliqué. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a des discriminations. Dans le Var, quand il s'agit d'aller au feu de forêt, on demande rien. Il n'y a pas de passe, il n'y a pas de vaccination. Quand on a besoin des gens, et du coup, finalement, les règles sont plus les mêmes. Même au sein de différentes casernes dans des départements, il n'y a pas la même réglementation. Donc voilà, on a formé des collectifs, on est nombreux et sachez qu'il y a beaucoup de pompiers qui sont dans le désarroi, qui sont en dépression, qui sont mais qui veulent résister, qui veulent être là. Et sachez que notre métier, on l'aime et on a vraiment envie de pouvoir continuer à le faire. On n'a pas envie de jeter l'éponge, mais il y a un moment donné où le choix, on fera le choix personnel, on fera le choix de notre santé. Et malheureusement, ce sera au détriment probablement de la population parce qu'il va y en avoir quelques-uns à mettre dehors. Comme on nous a déjà mis dehors à grands coups de pied dans le cul, je m'excuse de tenir ces propos-là, mais c'est vraiment la sensation qu'on a eue. On nous a mis dehors. Ça a déjà été fait, ça nous a déjà été relaté et on s'est pas demandé s'il y avait quelqu'un pour remplacer les gens qu'on mettait dehors et la population du coup on a oublié ce que c'est que le service public. On met des gens dehors des casernes parce qu'ils respectent pas, parce qu'ils n'ont pas forcément le pass, parce que ils n'ont pas la première vaccination. Mais on oublie que en fait le service public, ça porte un nom. Voilà, on est fonctionnaire, on doit faire fonctionner et on est au service du public. Et ça, notre hiérarchie l'a oublié. Du coup, on n'y croit plus. On croit plus dans ces personnes qui sont des pompiers de bureau. Voilà. Quand on dit pompiers à la population, on ne pense pas à des gens qui sont dans des bureaux devant un ordinateur, qui ont des dossiers, qui comptent des trombones, qui ont des lignes de calcul sur leur écran d'ordinateur. Les gens, ce qu'ils voient, et la population, c'est des gens qui sont en tenue, qui sont, ils ont la tête haute, ils croient en ce qu'ils font. Ça me donne des frissons de vous dire ça, mais voilà, non, on va chez les gens, on rencontre les gens, on a des sourires, on enlève nos masques parce qu'il faut leur dire bonjour, il faut leur sourire aux gens. Voilà. Il faut les toucher, il faut leur prendre la main. On a besoin de ça, nous, on est comme ça. Voilà, là, c'est comme ça. Ça, c'est les pompiers. Ça, c'est les pompiers. Voilà. Ça, c'est les pompiers. Nous, on se touche, on n'a pas peur de ça. Et jusque-là, on n'a pas été malade. Et on résistera. Même si on est malade, on n'est pas à l'abri, bien sûr. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est faire notre métier. C'est faire notre métier. Laissez-nous juste faire notre métier. On adore ça. On sait le faire, notre métier. Vous le faites bien. Vous le faites très bien. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ce que vous dites est à la fois extrêmement triste et violent parce que vous, à titre personnel, vous avez les pires difficultés à pouvoir aujourd'hui exercer. Vous avez en plus aujourd'hui mal à l'épaule, vous avez décalé de 15 jours votre reprise, vous êtes en train d'apprendre un nouveau métier puisque vous n'avez pas d'autre choix aujourd'hui, puisque vous refusez vous-même, on va vous appeler pompier C, la vaccination, vous proposez de vous former dans l'électricité, vous vous rendez compte, vous quittez ce métier-là que vous adorez, vous avez servi la France, vous avez servi le service public, vous avez servi la nation, vous êtes allé tous vos vies, vous avez consacré votre vie à l'aide pour les autres, et aujourd'hui vous vous retrouvez à devoir commencer à 41 ans un nouveau métier. C'est absolument dramatique ce que vous vivez. En tout cas, on vous remercie infiniment d'être venu. On va vous suivre de très près sur vos pérégrinations dans les jours et les semaines qui viennent. En tout cas, merci. Merci infiniment à tous d'être venus sur ce plateau de la Une TV. Malheureusement, pour des raisons essentiellement techniques, on est obligé de raccourcir de 10 minutes l'émission. Mais on était ravis de vous avoir. Je pense que ça a donné lieu à une très belle émission encore ce soir. Et vous serez réinvités dans des conditions un peu meilleures où on vous verra un peu mieux. Vous serez plus illuminés. Parce que il faut que l'image soit à la hauteur des propos que vous véhiculez sur cette chaîne. Et les propos, ils sont forts, ils sont puissants. Oui. Restons unis. Alors,
Je vais quand même vous donner un mot chacun de la fin pour que vous puissiez vous exprimer en l'espace d'1 minute. Allez, à 1 minute chacun. Yann. Bah moi, je trouve qu'il y a plein de choses négatives, mais il y a plein de choses positives. On voyait très bien que ce monde était en train de s'écrouler, atteignait des limites. Et je trouve que tout ça, c'est une catastrophe. On voit le désastre, mais on crée des choses entre nous. On se parle ce soir. On veut réinventer tous le monde d'une manière ou d'une autre. Et je trouve ça formidable parce qu'on se coltine la réalité de gens qui sont monstrueux. On n'a rien à attendre d'eux. Et donc ça, c'est formidable. Il faut trouver des solutions et faut inventer des choses pour sortir de la crise. Et il faut rester unis. Et il faut peut-être se préparer à un grand rassemblement, à des grandes actions unies, pas là dans la division. Et on est tous confrontés à notre propre médiocrité, à notre propre diable. Et on a des choses à régler déjà en nous-mêmes. Voilà. Et donc, je vous dis tous merci et continuons la lutte et serrons-nous les coudes. Arrêtons de nous diviser, ça sert à rien. Merci. Laurence, c'est à vous pour le mot de la fin en 1 minute. Merci. Moi, particulièrement, j'aimerais attirer l'attention de tous les parents qui nous regardent pour vraiment faire preuve de vigilance en ce qui concerne la vaccination des enfants, parce qu'on a peu de recul, les chiffres qui arrivent sont cachés, quand on cherche un peu, les chiffres sont inquiétants. Donc ne pas se précipiter, vraiment ne pas hésiter à faire la pression, quitte à retirer les enfants des écoles s'il le faut, mais vraiment faire une action forte, ne pas laisser faire, parce que si on laisse faire, demain, des familles vont pleurer. Les familles vont pleurer. Merci beaucoup, Laurence, pour ce message extrêmement touchant concernant les enfants qui restent et qui sont de priorité. Maître Anthony Bouquet. Alors moi, j'aimerais tout d'abord apporter mon soutien à tous les collectifs qui viennent me voir, de soignants, de pompiers, collectifs en tout genre, car bon, il y a 1 an de ça, on les traitait comme des héros, maintenant on les traite comme des moins que rien. J'aimerais dire également que dans les manifestations, donc faut pas croire, on essaie de faire croire qu'il y a des illuminés, alors que non. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des spécialistes. Donc je pense qu'il faut arrêter ce mépris. Moi, à chaque manifestation, je donne un recueil de textes légaux qui vont à l'encontre du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire à titre gratuit. Et j'aimerais rappeler juste ce texte avant de vous quitter. Donc au-delà de la discrimination qui est prévue par le Code du travail, le Code pénal entre autres, la Convention d'Oviedo, donc du 4 avril 1997, qui a été ratifiée par la France, dit en son article 5 qu'une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Et à l'article 10, il est dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa santé. Donc, est-ce que le consentement d'une personne est libre et éclairé? Éclairé, je ne sais pas ce qu'on vous dit quand vous allez vous faire vacciner. Libre, certainement pas, car c'est soit vous gardez votre travail et vous vous faites vacciner, soit vous vous faites pas vacciner et vous perdez votre travail. Donc, c'est des arguments qui sont au-dessus du décret et que je pense qu'on peut faire valoir auprès des tribunaux, car moi je crois en la justice et il est dit à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'autorise pas. Et la loi n'autorise pas à contrôler un pass sanitaire, c'est une ingérence au respect de la vie privée de la personne. Merci beaucoup. Alors, il est pas très éclairé ce soir, mais lui, il a l'esprit particulièrement éclairé. C'est Jean-Pascal. Jean-Pascal, votre mot de conclusion en 1 minute. On vit une situation vraiment dramatique et je pense que beaucoup de gens, comme je l'ai entendu dire, beaucoup de gens sont éclairés. Il y en a qui le sont un peu moins, comme moi ce soir, parce que j'avais pas les moyens de faire autrement. Mais nous vivons cette situation qui est vraiment dramatique, mais en même temps, je vois que ça tisse des liens et des liens extraordinaires. Quand l'homme est face à une grande catastrophe, il se crée une espèce d'osmose entre les personnes qui changent vraiment leur destinée, qui changent vraiment la relation, elle devient très très forte. Et c'est ce que j'ai pu constater, malgré le désespoir, l'être humain a en lui une capacité, une force. Quand il est mis face au danger, il s'est trouvé de la force en lui, avec ses amis, se regrouper, et je crois en l'être humain, je crois vraiment que nous finirons bien par gagner la liberté, ce que nous avons toujours combattu, les dictatures. Voilà. Merci beaucoup. Asma, s'il vous plaît, votre mot de la fin également. Vous qui êtes infirmière et qui malheureusement allez devoir peut-être le 15 quitter ce milieu, ce qui est dramatique pour vous, on le sait. Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à notre interview, à nous tous, déjà, nous remercions. On a tous le droit d'avoir des idées différentes, mais je pense que ce qui nous unit, comme le dit Yann Sampé, c'est l'envie que la liberté ne soit pas qu'un concept. Et du coup, bah oui, unissons-nous pour que nos enfants
c'est notre devoir d'être humain que nos enfants puissent bénéficier d'une terre où ils peuvent vivre librement, avoir la possibilité de douter, de penser, de critiquer, de débattre et de pas malheureusement se retrouver en marge d'une société. Donc voilà, je vous remercie. Et on cédera rien. On a déjà assez cédé et on ne cédera rien. Dans la paix, dans le cœur, on ne cédera rien. On va laisser aussi à chacun des pompiers, ils sont 3 ce soir et c'est un privilège d'avoir 3 pompiers avec nous. Alors, on va abuser de leur temps. Chaque pompier peut dire un petit mot d'1 minute. En vous approchant de la caméra, s'il vous plaît. Oui, je vais commencer. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'y crois aussi. Force est de constater que je suis suspendu sans travail, sans possibilité de recours, sans salaire, sans possibilité de travailler. Maintenant, j'y crois quand même. J'y crois que je pense que les gens peuvent réagir. Il n'est jamais trop tard. Continuez à les manifester. Continuons à nous soutenir entre nous. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, mis à part que moi j'ai protégé mes arrières et que j'ai une ferme et que je suis capable de vivre sans argent. Maintenant, c'est vrai que il y a un crédit à payer et que il va falloir quand même que je trouve une solution pour arriver à vendre des choses. Voilà. Merci beaucoup. Pompier C au milieu. On finira par une voix féminine. On finira par une voix féminine, c'est bien, ça. Un peu de douceur à la fin. Non, je vous remercie déjà pour nous avoir donné la parole ce soir. C'est sûr que le sentiment il est un petit peu ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a des moments on est plus positif, d'autres moments on est au fond du seau. J'espère que les vérités éclateront rapidement quand même et que l'obligation vaccinale tombera rapidement aussi, si elle tombe un jour. Parce que moi, j'ai pas décidé d'arrêter d'être pompier, donc pour le moment, les sanctionner sans avoir fait de faute grave, donc c'est très dur. Mais j'espère que le temps nous donnera raison et qu'on pourra reprendre une activité. Et je pense que l'ambiance et le boulot changera forcément. Ce sera jamais commun. Ouais, sanctionner sans avoir commis de faux pas, ce qui est quand même incroyable, quoi. Incroyable. Alors, il faut que la liaison soit un peu meilleure avec le 3e pompier qui va prendre la parole, peut-être parler plus proche de la caméra parce qu'on vous a mal entendu. Le premier, très bien, le 2e, moins. Le 3e, j'espère mieux. Allez-y. Merci de me donner l'honneur de terminer tout ça. Moi, j'ai perdu mon papa décembre dernier. Il s'est battu toute sa vie pour combattre les inégalités, mais surtout pour la liberté d'avoir le droit de se faire vacciner ou non. Aujourd'hui, je sais qu'il me regarde et qu'il me donne de la force pour combattre et pour continuer son combat. J'espère que je suis digne de lui et sachez que je lâcherai rien. Je veux qu'il soit fier de moi. Et on a une force énorme à tous être ensemble. Et j'y crois. Et ma foi, si c'est pas avec ce métier-là, ce sera dans un autre métier. Si c'est pas dans ce système-là, ce sera dans un autre système. Mais aujourd'hui, la vie, elle va changer parce qu'on a décidé qu'elle allait changer. C'est notre choix. C'est notre choix à tous. Et j'y crois, je crois en demain. Peut-être que je porterai un autre uniforme, peut-être que je vais faire autre chose. Mais en tout cas, voilà, mon choix, il est là. J'ai décidé que je voulais être libre. Merci beaucoup. Merci infiniment. On pense à vous, pompiers, comme on pense également aux policiers qui, malheureusement, ne peuvent pas, peut-être, s'exposer aujourd'hui et venir sur notre antenne autant qu'ils le voudraient, si vous voyez ce que je veux dire. On va donner la parole de fin à Jim Leveilleur en 1 minute également, avant de passer à Thierry Bécourt. Oui, alors moi d'abord, je voudrais afficher tout mon soutien à toutes ces personnes qui vont perdre leur travail bientôt, que ce soit les pompiers, les personnels soignants et tous les autres. Je rappelle que moi je suis artiste et qu'en dehors de la France, c'est la France qui donne des subventions aux artistes, c'est vrai, il faut le dire quand même. En dehors de la France, il n'y a pas de travail pour les artistes. Depuis 18 mois, je n'ai pas de travail. Heureusement que je suis quand même thérapeute. Sinon, je ne sais pas où est-ce que je vivrais. Juste pour terminer, je voudrais juste simplement dire, je voudrais être bien certain qu'il y a un combat qui se mène aujourd'hui entre les forces du bien qui ce soir, qui sont des forces lumineuses et qui ont parfaitement compris ce qui se passe, des forces conscientes, et quand même une force très maléfique qui est surpuissante, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et est-ce qu'on a bien compris, est-ce que les Français
ont bien compris qu'on avait affaire à des criminels. Je veux dire, c'est bien ça, ce sont des criminels. Je pèse mes mots. Hein, que ce soit le Rivotril dans les EHPAD, et je ne vais pas refaire tout le cursus, ce sont des criminels qui vont tuer nos enfants, nos parents, nous-mêmes, nos femmes, nos maris. Et si, il faut bien le comprendre. Est-ce que ça suffira? La question, et je finirai par une question, est-ce que ça va suffire d'aller manifester pacifiquement tous les samedis? C'est juste un point d'interrogation. Le peuple vaincra, mais il faut identifier son ennemi. Ce sont des criminels surpuissants. Merci pour cette invitation. J'espère être en contact avec Thierry Bécaud et Richard pour la suite. Merci. Merci, Jim. Thierry, le mot de la fin pour vous. Oui, merci Jim. Vous voyez qu'en fait, en écoutant, en entendant Jim, on a le même langage, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se voiler la face. C'est bien le droit, etc. Vous voyez comment il le bafoue. Ce sont vraiment des criminels. Et moi, j'insiste comme ce sont des assassins. Il faut savoir donc contre qui et devant qui nous sommes. Donc là, par contre, je voudrais terminer sur et merci encore pour cette émission, vraiment. Un petit bonjour de Christian Cotten au passage, qui nous, à toi en tout cas, mais qui anime cette émission. Mais quoi qu'il en soit, la note d'optimisme. Je suis en train de dire de plus en plus aux manifestants, parce que moi aussi, je pense que la manifestation, c'est très bien pour compter, voir qu'on n'est pas tout seul. Martine Vonner me disait il y a quelques jours, la semaine dernière, il y avait 4,5 millions, selon leur mode de comptage, de personnes dans les rues, et non pas 200 000. Donc, évidemment, il y a beaucoup de monde. Moi, je pense qu'il y a à peu près 30% de la population qui a pris conscience, qui est éveillée. Et en fait, la note d'optimisme, elle est là. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous devons faire? C'est pas simplement manifester, mais aussi bloquer et boycotter. Et ça, je reprends les discussions qu'on avait eues avec Christian Cotten et puis Martine Vonner et d'autres. C'est bien de dire que nous devons réagir et pas simplement manifester. Et je voudrais simplement terminer par une note d'optimisme. Dire à Macron sur les manifestations et toute cette Macronie diabolique, parce que ça n'est qu'un pion, on le sait bien, eh bien, mettez des pancartes en disant, mettons des pancartes en disant merci à l'État profond de nous avoir réveillés, parce que nous sommes en train, et là je vois, j'écoute ce que disent nos chers pompiers, nous sommes en train de créer une nouvelle société. Maintenant, nous devons nous rendre compte où étions-nous, où nous vivons. Nous pouvons pour mon pur tourner en arrière. Parce que nous étions dans une société qui causait quand même un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. C'est pas maintenant, c'est avant. Nous devons tous nous réveiller, nous éveiller à ce que nous avons fait aussi subir. Et là, Jim, tu es en Afrique. Nous avons fait subir ça au peuple extérieur. Il y a plein de morts à cause de notre consommation et de notre égoïsme. Il est temps d'en sortir. Quand je parlais de sa voix, c'est pas pour en parler, je parle de croix. Je parle de la voix, de sa voix. Et effectivement, c'est cette christianité dans notre cœur. Et les Mexicains disent, un proverbe mexicain, vous connaissez certainement tous, ils nous ont enterrés, mais ils ont oublié que nous étions des graines. Et ces graines sont en train de pousser. Et nous sommes en train de montrer que tous ceux qui sont éveillés vont remporter le pouvoir. Et nous sommes en train de gagner. Nous ne sommes pas en train de perdre. Nous sommes en train de gagner à condition, comme dit Jim, que nous sachions à qui et devant qui nous sommes et à qui nous avons affaire. Merci à vous, c'était fantastique. Merci bien. Merci pour ce message d'espoir extraordinaire que vous nous avez livré sur la fin. Merci à vous, Stéphane Espic. Le mot de la fin en 1 minute, Stéphane. Il faut être synthétique aujourd'hui. Je suis très synthétique, je n'ai pas beaucoup parlé ce soir, donc je vais accélérer. Donc, pour gagner une guerre, il faut avoir une tactique de terrain, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une politique. La tactique de terrain, il faut savoir justement mener nos positions et savoir provoquer intelligemment. Ensuite, la stratégie, c'est à la barre qu'on va l'avoir. Au niveau judiciaire, c'est devant les juges et devant les procureurs et on fait des procès inversatoires. C'est-à-dire qu'on va inverser la charge, ils nous attaquent sur un fait insignifiant en correctionnel, on renverse la charge contre l'État français qui abuse, qui ne respecte pas les droits. Jusqu'aux droits de l'homme, il faudra monter jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne faut pas tout mélanger au niveau de l'Europe. Vous avez le Conseil de l'Europe qui est très bien, qui est avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui est son émanation, c'est 47 pays. Et vous avez l'Union européenne, néolibérale, néofasciste, qui impose justement à l'anglo-saxonne quelque chose que les Français ont rejeté en 2005. Et donc l'Union européenne, il faut la rejeter, mais par contre, il faut faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme qui redonnera nos droits de l'homme. Quand hier, j'ai interpellé Astorg pendant 3, 4, 5 minutes
et je lui ai expliqué les choses. Il me disait, mais vous ne respectez pas le droit, monsieur Espic. Et je lui ai répondu, vous ne respectez pas les droits de l'homme, car vous terrorisez la population française, et donc vous devez arrêter cette pression sur les commerçants, arrêter cette pression complètement délirante sur la population. Et donc c'est pour ça que samedi prochain, 11 septembre, je ne serai pas à Paris, je serai à la libération de Damien Tarel à 8h, qui sort de prison. C'est celui qui a giflé Macron donc, au mois de juin. Il a fait ses 4 mois de prison, 3 mois un peu plus. Il va sortir. Et je vais lui proposer de venir sur Annecy. Nous allons refaire une manifestation déclarée. On va déclarer avec le groupe de ce soir. Parce que nous, ce soir, je voulais vous montrer que j'étais à la ferme de résistance, mais vous ne m'avez pas laissé intervenir dès le début. Et donc, à la ferme de résistance, j'avais des chèvres, etc. J'avais même Marlène, sa petite cochonne, etc. Donc, on a pu faire quelque chose de très sympathique. Donc, merci. On parlera. C'est le dimanche. On parlera de tout ça. Alors, on finit le mot de la fin avec Natacha, qui a vraiment encore des choses à nous dire. On ne se lasse pas de l'écouter et de la voir. Allez, Natacha. Ça va être assez rapide. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Vous avez 14 minutes, Natacha. 14 minutes d'avoir participé. Et en fait, ce qui ressort de tous les témoignages, c'est l'esprit de liberté. Et cette liberté, on veut nous l'enlever, coûte que coûte. On veut nous mettre en esclavage. Effectivement, ce sont des plus puissants qui ont décidé de ça déjà depuis bon nombre d'années. Ça fait presque 200, 250 ans que ce plan se déploie, et aujourd'hui, malheureusement, nous tombons dans cette génération sur laquelle, voilà. Mais nous devons lutter contre. Donc, oui à la liberté, non à l'esclavagisme, surtout qu'on s'entend. Et je vais terminer par cette citation de Goethe: « Nul esclave ne l'est davantage que celui qui se croit libre sans l'être. » À bon entendeur, salut. Merci beaucoup à vous, téléspectateurs, de nous suivre si fidèlement. Vous étiez plusieurs millions à suivre notre soirée d'inauguration cette semaine. Les chiffres émanent de Renaud, avec qui on travaille, et Natacha peut en attester, qui est en régie et qui nous a donc donné ces chiffres. On marque des points dans le PAF aujourd'hui, le paysage audiovisuel français. Et du reste, vous êtes aujourd'hui très, très nombreux à vouloir rejoindre cette chaîne d'une façon ou d'une autre, à vouloir y collaborer, même si le mot n'a vraiment pas de circonstance. En tout cas, vouloir y travailler, vouloir y apporter votre pierre à cet fabuleux édifice que l'on est en train de construire, ce groupe radio, télé, avec Natacha, toute l'équipe et vous tous, puisque cette chaîne, c'est la vôtre. Elle est financée par vos dons et ne vit qu'exclusivement par cela. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci. Une belle image de fin. Regardez ça un peu. On est tous avec vous, les pompiers. On vous aime. Solidarité. Au revoir. Au revoir.